Peux-tu me dire ce qui a changé nos vies? Peace and love, seule thérapie m'a permis d'écrire contre l'oubli. The love movement, seule thérapie. Mélodie, tempo, one love, seule thérapie. Ok, je remercie Axel pour le clap, ça fait toujours plaisir. Assistant de luxe aujourd'hui. Simple thérapie, épisode je sais plus combien, on est 7, 8, 9 déjà. Allez voir sur le podcast, en tout cas disponible sur YouTube, Facebook, également sur toutes les plateformes Deezer, Spotify et tout le tralala, faites-vous plaisir. Il faut que je cite aussi Apple Podcast, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Apple qui nous suivent. Donc c'est un nouvel épisode de Simple thérapie et je suis toujours à Libreville pour nos hors-séries, en compagnie de Vanessa Tess Odangui-Bonnard, avec qui je vais revenir sur un peu son histoire et qui va nous expliquer ce qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai bien prononcé le nom déjà pour commencer. Oui, Vanessa Tess Odangui-Bonnard. Voilà, bonjour Vanessa. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Voilà, tu as un nom kilométrique, tu sais ça? Oui, et là il n'y a même pas tous les noms. Ok, d'accord. Non, mais je pense que c'est un nom, bantou. Tu sais, les noms bantous sont souvent kilométriques comme ça, donc... on donne quand même, on a plusieurs prénoms, on a le prénom de l'ancêtre aussi, de l'aïeul. Exactement, voilà. Et donc Odangui-Bonnard qui est le nom de ton père. Oui, Odangui-Bonnard, le nom de papa, oui. Et on est où ici? Là, dans ces ici, magnifiques on est justement chez papa. Voilà, ok. Merci papa de nous recevoir. Ouais. Moi, j'aime bien me déplacer un petit peu comme ça dans les lieux de prédilection de mes invités. Vanessa, tu as un parcours atypique. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment je peux te définir. Tu es créatrice, directrice artistique, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu préfères entre toutes tes activités? Tu es entrepreneuse? Pas de préférence. Ce serait difficile de donner une préférence en fait. Je suis une artiste entrepreneur. Je fais beaucoup de choses qui touchent essentiellement au domaine du visuel, du beau, de l'art. Donc je suis designer. Je suis plus connue en tant que designer, en tout cas sur Libreville. Designer mode, mais je fais également de la cosmétique, je fais de la direction artistique pour des projets audiovisuels, donc clips, films, séries, théâtre. Beaucoup, hein? Oui, mais tout ça, ça rejoint en fait la notion du beau, de l'esthétique, et en fait d'amener les gens, d'immerger les gens dans un univers. Je vais me limiter à ce côté directrice artistique parce que en faisant de la direction artistique, tu gères tout ça, l'image, la vidéo, la photographie, voilà. Et la musique n'est pas liée un petit peu à tout ça? Ah si, complètement. Voilà. Je dis souvent que je pourrais pas vivre sans musique, c'est juste pas possible, c'est pas concevable. Et ça, depuis très petite, j'ai vraiment un amour, une passion pour la musique. Donc ça rentre dans pas mal de mes projets. Ça fait également partie de mes inspirations dans les processus créatifs. T'es née où, Vanessa? Je suis née à Libreville. Ouais. Quand on te voit, on se demande si tu as beaucoup voyagé ou pas du tout. Ouais, j'ai eu la chance de beaucoup voyager de par la fonction de mes parents. Donc ils étaient diplomates, ambassadeurs du Gabon. D'accord. Donc on a eu à faire pas mal de pays, notamment. Ok. Donc toi, tu as eu une enfance entre deux avions à chaque fois? Entre deux avions, non. Non, parce qu'il y a eu des postes sur lesquels on est resté pendant très longtemps. Par exemple, au Brésil, on est resté 11 ans. D'accord. Donc j'ai eu le temps de devenir brésilienne pratiquement. Est-ce que tu parles portugais? Oui. Ah. Obrigado. C'est tout ce que je sais dire. De nada. Com muito prazer. Tu es resté combien de temps au Brésil? Enfin, je veux dire de quelle année à quelle année? Alors de 95 à 2006? Non, 2005. 2005? Ouais. 95-2005, ouais. Donc, 10 ans. 10 ans, ouais. 10 ans, 10 ans et quelques, presque 11 ans, ouais. T'es né à Libreville, t'es parti au Brésil, il y a eu combien? En fait, t'es resté combien de temps? Je suis née à Libreville, j'ai dû faire un an et quelques ici, et ensuite on est parti à Moscou, en Russie, pendant 4 ans. Là, tu t'en souviens pas de ces années? Si. Ah, d'accord. Si. De belles années, j'étais petite, mais j'ai de bons souvenirs. Dans le froid? Dans le froid, oui. Mais le froid a ses avantages. C'est assez sympa quand on est gamin. Il suffit d'être équipé, d'être bien couvert, mais on s'amuse bien dans la neige. Ouais. Donc, Moscou, ensuite? Ensuite, un an ici. Ok. Et ensuite, le Brésil. Brésil, 11 ans. Et la terminale, je fais mon année de terminale ici. Ça aussi, je me rappelle très bien. Ouais. C'était pas trop difficile de se réadapter à chaque fois? Si. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage, les cultures sont pas tout à fait les mêmes, surtout les mentalités. Oui. Donc j'ai fait mon année de terminale ici et ensuite je repars. D'accord. T'as eu ton bac où? Ici. Non, mais dans quelle école? Blaise Pascal. Blaise Pascal, d'accord. Et ensuite? Blaise Pascal, parce que ça permettait d'enchaîner par rapport au cursus que j'avais eu. J'étais dans des lycées français, en fait, quand on était à l'étranger. D'accord, à chaque fois. Donc, à chaque fois. Donc, ça a été la suite logique, en fait, de continuer par rapport au baccalauréat français. Ok. Tu as eu un bac L, S? ES. ES? Ça n'existe plus, ça? Économie, si. D'accord. Non, ici, je crois que c'était bac B, si je me trompe pas. Il y avait des équivalences. Mais en tout cas, c'est tout ce qui est économie, management... C'est marrant parce que tu as eu un bac ES, ensuite tu as fait des études de...
Ensuite, je suis allée en économie et management à la fac. Voilà. J'ai commencé par AES, filière administration économique et sociale. Donc ça pour la licence. Et ensuite, en master, j'ai continué en économie et management, spécialité entrepreneuriat. Ok. Et si je suis bien, né à Libreville, débarque à Moscou, retour à Libreville. Ensuite, on va au Brésil. Retour au Gabon. Tu as le bac. Et ensuite, tu pars faire tes études à Nice. Pendant 2 ans et ensuite à Lyon pour le reste. Ok, on va commencer par Nice. Sur la baie des Anges, tu restes 2 ans. Et tu es en fac de droit. C'est le campus de droit, mais je suis en AES. D'accord, ok. Administration économique et sociale. Et à Nice, déjà, tu t'intéresses à tout ce qui est artistique Alors, l'intérêt pour l'artistique a commencé chez moi, j'avais 4 ans. Je commence à dessiner à 4 ans, à peindre à 4 ans. Je fais de la danse classique, la musique, je fais du piano. Tout ça, on commence en fait à Moscou. Ok. Donc, je baigne dedans depuis petite. Ce côté artistique, manuel également. C'était déjà en toi. Voilà. Et mes parents ont beaucoup encouragé ça en fait. Toutes les activités extrascolaires étaient tournées autour du sport, de l'art. Si je dois comparer les époques entre la période où tu voyages beaucoup en famille, tout ça pour le boulot des parents, et la période où tu vis seul à Nice, puisque là tu vis seul vraiment. Tu découvres ce que c'est que de devoir se débrouiller. Ça je le découvre ici, quand je viens passer mon bac. Je viens de le passer seul. Donc, les parents n'étaient pas là? Non, les parents étaient encore en fonction. Là, ils étaient en Afrique du Sud. Ok. Et pourquoi c'est toi qui décides de venir le passer seul? Ouais. Donc je découvre la vie, l'autonomie, l'émancipation, on va dire. Pour mon année de terminale. Mais enfin, bon, t'es pas vraiment tout à fait seule ici. T'as la famille qui... Ouais, mais il n'empêche que pour mon âge, je vivais seule en tout cas. D'accord. Donc j'étais déjà entrée en fait, un peu dans ce sphère, dans ce monde d'adulte, on va dire, obligée d'être responsable pour soi-même. Et étant dans une année d'examen, donc passer le bac, j'avais en fait la maturité de pouvoir me gérer et suivre mes études. Tu sais que c'est très rare ça. Je sais. Mes parents ne l'auraient jamais fait par exemple. Je sais. Ok, les parents de mon frère non plus. On a les mêmes parents. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose de très rare, ça. C'est vrai. Mais en tout cas, moi, ça m'a servi. Ça m'a permis de mûrir et d'être la femme que je suis aujourd'hui. T'as pas eu peur? Non, du tout. C'est un kiff. D'accord. En fait, je pense que j'ai été le genre d'enfant autonome très rapidement. J'avais vraiment la tête sur les épaules. Donc, ce qu'il y avait à faire, c'était fait. Donc, tout ce qui est école, on blaguait pas avec ça. On a vraiment eu cette éducation avec beaucoup de rigueur, en fait, par rapport aux études, par rapport aux valeurs, aux principes moraux qu'on a. Donc, ça, c'est vrai que j'ai vraiment tenu à respecter ça, en fait, et à faire honneur aux parents par rapport à ce côté-là. Tu as dit on? Tu as combien de frères et sœurs? On est 4 avec maman et j'ai des demi-frères, demi-sœurs. Bon, rassure-moi, tout le monde n'est pas dans le domaine artistique, hein? Non, tout le monde n'est pas dans le domaine artistique, mais je dirais quand même que c'est un trait familial. En tout cas, parmi les enfants, on a tous un pied dans l'art. Si c'est pas la musique, ça va être le sport, ça va être un métier créatif. Quoi qu'il en soit, ça va être un métier créatif. Et je pense qu'on a un certain problème avec l'autorité. Donc, être employé et travailler pour quelqu'un, on a un peu de mal. Je comprends. On a un peu de mal. Mais tu sais, moi, mon père, par exemple, il voulait un avocat dans la famille, un médecin, un professeur, tu vois, ce genre de choses. Oui. Et moi, quand je suis arrivé avec mon idée de faire de la radio, de la musique, j'étais un peu pas le vilain petit canard, mais on va dire celui qui faisait bande à part, quoi. Donc, c'est pour ça que je demande si... Je suis passée par là aussi. Voilà, mais tu sais, c'est jamais facile pour les parents. Non, c'est sûr, mais je pense qu'il faut les comprendre parce que c'est une autre génération dans laquelle, en tout cas, la sécurité ou la garantie de l'emploi était différente. C'est vrai. On faisait carrière à l'époque, chose qui n'est pas le cas pour notre génération. Ils ont connu le plein emploi. Voilà. Et au-delà de ça, je pense que les codes ont changé, les codes ont évolué et les parents ont juste besoin d'être rassurés, savoir que leurs enfants sont dans un cadre sûr, que tout va bien se passer pour eux et qu'en fait, ils pourront évoluer dans les meilleures circonstances. Ouais. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, de prime abord, pour une génération qui n'a pas été dans l'entrepreneuriat, ça peut faire peur. Ouais, donc c'est parfaitement compréhensible. Moi je me mets à leur place. Oui, t'as pas de salaire, il y a pas un salaire qui tombe fixe à la fin des mois. Comment tu fais? Comment tu gères? Comment tu subviens à tes charges? Tu payes tes charges? Comment tu subviens à tes besoins? Comment tu vas fonder une famille, etc. Quelle est la sécurité? En fait, c'est la notion de sécurité sur laquelle nous n'avons pas la même définition. En fait. Mais je pense qu'avec le temps, en fait, je pense que c'est important que l'enfant sache ce qu'il fait. Déjà, on peut se tromper, on peut ne pas tout de suite savoir dans quel métier on veut se lancer ou dans quel business on veut se lancer, mais il faut réussir à prouver aux parents en fait
qu'on sait dans quelle voie on s'engage, avec responsabilité, et qu'on est prêt à assumer surtout. Et pas si on se casse la gueule. Oui, maman, je me suis cassé la gueule, à vous de rattraper mes erreurs. Non. En fait, il faut vraiment assumer. Et quand on assume, malgré les coups durs, malgré les situations qui peuvent être un peu difficiles, et peut-être qu'au début, on ne correspond pas à cette tranche aisée que les parents auraient souhaité imaginer pour nous. Mais le fait de voir qu'on se bat et qu'on sait en fait quel est l'objectif final et que notre vision, elle est stable, elle est fixe et elle est atteignable, au fur et à mesure des années, les parents ils commencent à y croire, à encourager et surtout à être ravis et à être fiers quand on a nos accomplissements. Tu quittes Nice, tu pars à Lyon. Oui. Et Lyon, tu restes combien de temps? Lyon, je vais faire 3 ans à Lyon. 3 ans à Lyon, je crois que c'est ma ville préférée. Et pourquoi c'est la plus belle expérience que tu as vécue à Lyon? Je dis en termes de vie estudiantine, en fait, entre Nice et Lyon, il n'y a pas match. Je suis niçoise de par ma mère, mais Lyon est une ville, pour une étudiante, en tout cas, Lyon était magique. Lyon est une ville estudiantine, c'est très cosmopolite. On a les avantages de Paris sans les inconvénients. Et puis pour moi, qui ai grandi quand même dans l'hémisphère sud, on va dire, parce que beaucoup de temps au Brésil et d'origine gabonaise en tout cas. Ouais, les petites villes, ça me convient mieux. Ça me convenait mieux. D'ailleurs, on va remercier maman qui est passée tout à l'heure pour nous aider à préparer le terrain, on va dire, terrain, pour l'interview. Ouais, voilà, son jardin, c'est la fierté. Ça, c'est ma fierté. Le jardin de maman. Donc, tu as ton master à Lyon. Et ensuite, je rentre. Ici, à Libreville. Ouais, alors je vais rentrer d'abord une première fois pour faire un stage de Master 1 et je vais le faire dans une boîte d'assurance. Pendant mon stage, je vais m'intéresser à la filière bois ici au Gabon. J'aurai pour rêve en fait de faire un Ikea gabonais. Et ce sera à cette période où on aura donc déjà interdit l'exportation des matières premières brutes et qu'il faudra en fait, on encouragera la transformation en local. D'accord. Donc, je me dirais tiens, mon projet il tombe à pic en fait. Donc l'idée de faire un Ikea la gabonaise, c'est pas mal. D'autant plus qu'on a besoin de se meubler ici, mais très difficile à réaliser quand même. Le marché n'est pas le même, Ikea c'est mondial. C'est simple, j'avoue, j'ai déchanté très vite. C'est un milieu assez complexe. D'accord. C'est un milieu très, très complexe. Et ce stage arrive au bout? Le stage, ce sera un stage dans une boîte d'assurance et le stage va très bien se passer. Je vais être très bien notée. Mon maître de stage ici sera content. Les maîtres de stage là-bas seront contents. Tout le monde sera content. Ok. Par contre, donc ce sera ma première expérience dans le milieu du travail, professionnel, entreprise, corporate comme on l'entend. Je vais m'ennuyer. Je vais vraiment m'ennuyer. Respecter les horaires, ça va être difficile. Donc, boîte d'assurance, on va commencer à 7h30. Waouh, comme à l'école. À 7h30, on finira au moins 15h30, 16h. J'aurais plié en général mon travail journalier en 2 heures. Ouais, et après le reste de la journée, tu t'ennuies, du coup, tu es au bureau, tu cherches quoi faire, et donc du coup, tu avances sur du travail, mais c'est pas challengeant. En fait, ce que je me disais, c'est que être coincé dans le lieu de travail de telle heure à telle heure, sans forcément être productif pendant toutes ces heures, c'est une perte de temps. Je préférais un système où tu fais ce que tu as à faire. Quand t'as fini, t'as fini. Tu t'en vas. Tu pars. On revient le lendemain éventuellement. Ou on continue à plancher sur les dossiers, même à l'extérieur. Et ce qui va se passer très rapidement, c'est qu'au bout de, je crois, 3 semaines, je crois que ce sera un stage d'1 mois. Au bout de 10 jours, je vais demander à pouvoir bosser depuis la maison. Ah, t'étais en avance sur ton temps. Et ça va m'être accordé. Tu voulais faire le télétravail avant le corona? Ouais. Mais moi, c'était un télétravail sans corona, c'est-à-dire que j'allais au beach club à l'époque. Ok. Et je bossais au beach club. Donc, entre 2 plongeons à la piscine, je remplissais mes dossiers, j'avançais sur les process en fait de la structure. Et tout se passait très bien, le travail était livré à temps. En tout cas, il n'y a pas eu de reproches majeurs par rapport au type de travail que je fournissais. Ce qui a dérangé, par contre, c'est... moi, j'étais cool, quoi, tu vois. Ça pouvait déranger les autres employés, effectivement. Ça, en même temps, c'était juste un stage. Hein. T'étais pas vraiment employé, donc... C'est vrai, mais ça donne pas forcément une bonne image. Les gens sont encore attachés au système tel qu'il est. Et à cette époque-là, c'était bizarre. À la fin de ton stage, qu'est-ce que tu as fait? T'es resté? À la fin de mon stage, je suis rentrée. Je suis allée soutenir à Lyon. Et ensuite, c'était les vacances d'été. Donc, les vacances d'été, nous, on taffe. Donc, c'est trouver un petit boulot. C'est essayer de faire entrer davantage de sous. Au niveau des sous, moi, j'ai toujours été autonome, en fait. J'ai eu la chance d'avoir la bourse
Donc, je me suis gérée avec la bourse et j'ai cumulé 1, 2, 3, 4 boulots quand c'était nécessaire. La bourse gabonaise. Pour pouvoir gérer tout ça. Oui. D'accord. Tu as donc fini avec le master. Et là, le master, en fait, à un moment, je vais me retrouver coincée parce que je voudrais continuer dans une spécialisation qui ne me sera pas accordée. Et on me donnera la réponse, donc le refus de ma candidature en septembre. Okay. À mon retour de congé. Ouais. Et en septembre, ce sera déjà trop tard, en fait, pour postuler dans d'autres universités. Ah, oui. Exactement. Donc, du coup, je vais me rabattre sur des écoles. Donc des écoles, et là les écoles ce sera pas sur Lyon, il faudra monter sur Paris. Wow. Donc ça demandera toute une logistique, ça demandera d'autres moyens que je n'aurais pas forcément à ce moment-là. Les écoles, il faut savoir que on était au moins dans les 10 000 euros l'année scolaire. 10 000 euros jusqu'à 16 000, ouais. 10 000 euros l'année scolaire, et pareil, il fallait gérer ça très rapidement parce que la rentrée, en fait, c'était là peut-être 1 ou 2 semaines après, quoi. Et donc ça n'a pas pu se faire. C'est pas que ça n'a pas pu se faire, c'est que j'ai préféré ne pas forcer le bouchon et me jeter comme ça à aller atterrir à Paris dans des conditions qui n'allaient pas être les bonnes ou les meilleures, en tout cas pour que je puisse réellement faire ce que j'ai à faire. D'accord. Sachant en plus ce que ça allait coûter, parce que là, cette fois-ci, il allait falloir que je demande un backup à mes parents, chose que je n'ai jamais faite. Et ça posera problème. Dérangeait? Oui, ça me dérange. Ils étaient OK, mais je voulais pas fonctionner comme ça, sachant que je n'étais pas sûre de pouvoir garantir le résultat, vu les conditions dans lesquelles j'allais débarquer. Ouais. Et ensuite, quand je me suis dit, bon, au sortir de l'école, les débouchés, je vois les débouchés. Ouais, j'étais pas à 100% dans ce format-là. Donc, je vais me dire, je prends une année et on verra ce que ça donne. Et quand tu prends cette année? Quand je prends cette année, je vais me mettre à bosser. Je vais bosser dans différentes enseignes françaises, différents magasins. En tant que responsable de magasin, et j'en aurais marre en fait de la France à un moment, et le Gabon va me manquer. J'aurais envie de revenir ici. D'accord. Et je vais rentrer pour des vacances à la base. Et finalement ces vacances-là, ça deviendra plus que des vacances parce que je vais plus repartir. À quel moment donc tu t'es intéressé à tout ce qui était direction artistique, décoration, image, la beauté? Ça va venir au fur et à mesure. Quand je vais venir ici en vacances et que je vais plus repartir du coup, donc là je vous parle, on est en 2012. Waouh, elle se rappelle d'une date. Ouais, on est en 2012. Ah, le retour aux sources. C'est important. Ouais, on est en 2012 et donc je vais travailler dans plusieurs boîtes ici de la place, des grands groupes, toujours des fonctions de cadre avec des horaires très contraignants, etc. Ouais. Et des hiérarchies, voilà. Donc j'aurai la chance d'arriver en haut, en tête de hiérarchie en général dans la plupart des postes que je vais occuper. Malgré mon jeune âge, voilà, poste de direction. Mais par contre, je vais avoir beaucoup de mal à m'adapter à la mentalité. La mentalité ici, par rapport au travail déjà, par rapport à la rigueur au travail. Donc je vais me heurter à pas mal de choses. Déjà la rigueur au travail, moi je vais arriver très carré et en fait il faudrait être beaucoup plus flexible. Voilà. Ensuite je vais être heurtée à l'harcèlement dans le milieu du travail gabonais. Ouais. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, tu as dit dans le milieu du travail, mais en fait c'est partout. C'est partout que mais ça existe. Depuis l'école même. Ouais, mais j'ai pas été confrontée à ça particulièrement pendant mon année terminale. Peut-être que j'étais encore dans un cocon très sécurisé ou je sais pas. Parce que moi, quand j'étais à l'école ici, dès la 6e, c'est là que je fais vraiment face à ça, au harcèlement à l'école. Enfin, c'est pas moi qui suis harcelé, mais les filles qui disent que des profs qui demandent des faveurs sexuelles en échange de bonnes notes, par exemple. Mais là, en 6e, je le prends de plein fouet. Et je me rends compte que c'est réel. C'est très réel. Et je vais être choquée en fait au départ, et ça va m'épuiser en fait. Ça va m'épuiser. À l'époque, je serai en couple. Ça posera des problèmes également dans le ménage. Bref, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué parce qu'en fait, finalement, en tant que femme, il sera très difficile pour moi de faire ma place, de continuer à évoluer tranquillement dans mon boulot, malgré le fait que mon supérieur hiérarchique direct ne sera même pas un Gabonais, ce sera un étranger, donc il sera même pas au courant de ce qui se passe. Mais c'est les collègues. C'est les collègues, ce sera pas évident à gérer. Et je pense qu'en fait, sur le moment, j'aurais pas forcément les armes pour gérer ça. Donc, je vais préférer démissionner
Et je vais enchaîner 3 boulots comme ça. À chaque fois, ça va être la même contrainte. Et je vais me dire, bon, tu sais quoi, je vais bosser pour moi-même. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est à la suite de ça que tu décides de partir bosser pour toi-même. À la suite de ça, en fait, comme je te disais, j'étais dans une relation à l'époque. Et mon partenaire allait bientôt, on va dire, se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je crois que j'ai été le déclencheur qui a poussé, bon, allez, on accélère. Oui, on y va tous les deux. Vas-y, ouvre ton truc tout de suite, quoi. Moi, je suis à la maison, j'aime pas rester à la maison. La femme à la maison, c'est pas moi. Donc, il fallait que je bosse, il fallait que j'ai une activité, il fallait que j'ai quelque chose. Et j'ai cette facilité à m'investir, en fait, dans une idée entrepreneuriale. Je plonge et je fais ce qu'il y a à faire. Donc, vu qu'il travaillait encore dans son ancien boulot, moi, ça m'a permis de monter la structure et d'avancer, en fait, en amont sur le taf nécessaire à faire pour monter la société. Et donc, on aura un magasin d'optique. D'accord. Donc, un magasin d'optique dont je serai la gérante pendant 5 ans. 5 belles années parce que c'est un beau boulot, c'est un très, très beau métier. Je vais tout apprendre sur le tas en ce qui concerne vraiment la spécificité du métier. Ouais. Mais ce qui va beaucoup me plaire, en fait, c'est juste de pouvoir mettre en pratique tout ce côté entrepreneurial et ben, c'est moi le boss, quoi, en fait. Donc, je gère mes horaires, je gère la manière de travailler comme je l'entends. Et cette liberté-là, en fait, elle n'a pas de prix. Et tu conseilles les clients. Voilà, conseiller les clients, le rapport avec le client aussi. Et, ça a été une première expérience ici au Gabon. C'est vrai que c'est pas du tout pareil qu'en France, mais je l'ai trouvée très enrichissante. On a des beaux frères et sœurs, on a un beau peuple. Les gens sont... Voilà, quand on arrive à les toucher, les gens sont extraordinaires ici. Et c'est vrai que ça a été très, très, très enrichissant. Et j'ai beaucoup aimé ce contact, en fait, avec l'humain. Au-delà de ça, le côté manuel du métier de l'optique, moi, m'a ramené dans quelque chose de très technique. Et moi, je suis assez manuel. Donc, aller monter les verres, tailler les verres. Ensuite, il y avait le côté mode avec le côté esthétique, visagiste, de savoir choisir les lunettes, etc. Décider des collections qu'on allait faire venir. La stratégie de vente, les techniques. Quelle est la stratégie commerciale? Quelle est la stratégie de prix? En fait, penser tout ce qu'il y a à penser autour du business. Donc, ça, c'est une expérience en or. Je pense pas que vous auriez eu la Vanessa d'aujourd'hui si j'avais pas vraiment mis les 2 pieds dans le plat et si je m'étais pas lancée dans l'entrepreneuriat comme ça. Aujourd'hui, ça me permet d'être... pendant 5 années, donc j'ai été opticienne au Gabon. Et au bout de ces 5 ans? Les dernières années, donc avant la fin des 5 ans, j'ai eu à m'intéresser en fait au design. D'abord à la cosmétique, parce qu'on me demandait souvent oui, mais comment tu fais pour avoir une peau impeccable, comment tu fais pour avoir des cheveux longs, etc. Et donc en plein milieu donc de l'aventure de l'optique, en parallèle, je vais lancer en fait cette activité de cosmétique naturelle. Ok. Moi qui croyais bêtement que c'était dû à ta génétique, hérité des parents. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que j'ai la grâce d'avoir eu donc, un bon héritage génétique, mais il n'y a pas que ça. Ça s'entretient en fait. Et il y a surtout énormément de recettes tirées donc, de la nature en fait pour nous entretenir. Peu importe le type de peau, la couleur de peau, la texture de cheveux qu'on a, la morphologie, etc. Donc toutes ces recettes-là, moi je les tiens à la base de ma mère. Waouh. Elle s'est amusée sur ma tête. C'est des recettes de grand-mère un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Et ça a été approfondie parce qu'en fait, elle a le goût de la recherche. Moi, je dis souvent, ma mère, c'est une fée. Quand vous regardez le jardin, vous voyez qu'elle a quand même un don. Je confirme. Et c'est vrai qu'elle a un lien avec le végétal, le naturel, et elle connaît les propriétés des plantes. Et en fait, pour tout ce qui a trait à la cosmétique, l'esthétique, elle avait les recettes et on cherchait ensemble, on testait et on gardait ce qui marche. Et tu as fait ça pendant 2 ans? J'ai fait ça pendant plus de temps, je continue à le faire. Tu continues à le faire aujourd'hui encore? Je continue à le faire dans une moindre mesure, mais je continue à le faire. À l'époque, donc, j'ai lancé des gammes de cosmétiques pour la peau et pour les cheveux. Là, je me suis concentrée maintenant que sur un seul produit pour le moment. D'accord. Parce qu'en fait, à un moment donné, produire toute seule, ça devenait difficile. Ouais, c'est devenu contraignant. Et... il y a une autre activité en fait qui a pointé son nez et qui m'a attirée davantage. Et ça, c'était le design. D'accord, le fameux design. En fait, toi, dans ton parcours, généralement, tu sautes, on va dire, d'une branche à l'autre, tout en gardant le bagage que tu avais amené derrière. Ce qui te permet aujourd'hui de... C'est une manière de voir les choses. Je n'aime pas être mise dans une boîte. Ouais, c'est plutôt comme ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, si aujourd'hui j'ai envie de faire de la cosmétique, je vais faire de la cosmétique. Si demain j'ai envie de devenir chanteuse, je deviendrai chanteuse. Et si après-demain j'ai envie juste de bâtir une société qui va transformer le raffia, et ben je vais le faire. Et voilà, en fait, les idées, j'en ai beaucoup.
Des idées de projet, des idées de business, j'en ai plein et j'ai bien l'intention d'en réaliser quelques-unes. Donc je ne compte pas me cantonner à une seule activité. C'est pour ça que j'aime bien me définir en tant que créative. Effectivement, créative, créatrice. Je pense que chacun de nous, de toute façon, a cette fibre-là. C'est juste que peut-être que la société telle que nous la concevons actuellement nous limite à une activité ou à une spécialisation, alors que nous avons plusieurs dons. Nous avons plusieurs dons et moi j'encourage tout le monde à exploiter la plupart de ces dons. Donc je sais que j'ai la main pour faire de la cosmétique. Pourquoi je ne vais pas proposer ce service aux gens qui en ont besoin et qui sont en demande ou qui n'ont pas forcément le temps d'aller faire autant de recherches que j'ai faites ou le temps de préparer, faire les mélanges? Pourquoi je ne vais pas leur proposer ça? J'ai le don du dessin et j'ai le don de l'esthétique par rapport à l'habillement, par rapport à la coiffure, par rapport au maquillage, par rapport à tout ce qui a trait à l'esthétique. Pourquoi je ne vais pas proposer ce service-là? Pourquoi je ne vais pas servir les autres alors que j'ai ce don-là? C'est pas évident pour les gens de manière générale à concevoir parce qu'on veut toujours mettre une personne dans une case. Bon, tel il fait ça et il fait rien d'autre et on le cantonne à ça, mais c'est dommage parce que ces mêmes gens qui nous mettent dans des cases, ils pourraient bénéficier de l'ensemble de la palette de talents qu'on a ou d'aptitudes qu'on a ou de choses qu'on a appris parce qu'il y a de l'apprentissage aussi derrière. Il y a de l'apprentissage, de la pratique. Oui. Exactement. C'est un peu comme cette émission. Pour préparer cette émission, tu vois, je fais le cadrage, je fais l'image, je fais la préparation du son. Exactement. Je fais le montage derrière. Voilà. Je fais l'interview. C'est tout autant de talent que normalement dans une production, il faut 5 personnes. C'est une équipe. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Ouais. Moi, je te rejoins totalement. Ah, ok. Et lorsque le design te prend aux tripes. Ah, le design, ça va être le mariage de ma tante qui aura lieu en 2017 et elle va me demander d'être dame de compagnie. Elle a retenu, je note. Je vais dessiner des tenues à cette occasion-là et je serai très proche en fait de la designer qui sera mandatée pour concevoir en fait l'ensemble des tenues du mariage, en tout cas les principales tenues, la mariée et sa cour directe. Et cette designer là va me dire il faut que tu te lances, il faut que tu as le truc. Et c'est vrai que le dessin, je dessine depuis mes 4 ans. C'est d'ailleurs ma tante qui m'avait initiée au dessin. La boucle est bouclée. Et j'ai jamais exploité, que ce soit dans mes études ou que ce soit dans ce que j'ai fait après, j'avais jamais exploité ce don-là, qui est d'être capable de dessiner. Et pour moi, c'était banal, mais en fait, elle me fera comprendre que non, tout le monde n'arrive pas à dessiner. Donc, tu peux en faire quelque chose et tu peux surtout en vivre. Tu peux créer une activité autour de ce don-là. Donc après, il y a le dessin technique, il y a le dessin, faire des dessins animés, on en parlait tout à l'heure. Il y a plein de choses autour du dessin. Il y a le dessin industriel, il y a le dessin... Voilà. Et en fait, moi, ce sera le dessin de mode, dans un premier temps, même si c'est pas ce que je dessinais quand j'avais 4 ans. Mais je vais l'utiliser dans ce sens-là par rapport à l'esthétique du vêtement. Et l'aventure va commencer comme ça. Elle va tellement m'encourager à me lancer que un moment, je vais faire le grand saut et je vais créer Oyago Designs. J'ai vu que tu avais travaillé, par exemple, avec Ricardo Banks. Ouais. Oui, quand ils sont venus, ils avaient besoin d'abord d'un studio. Ensuite, ils avaient besoin de pouvoir faire des shoots photos. Et en fait, on a organisé avec moi et toute une équipe, on a organisé ce dont ils avaient besoin pour pouvoir servir un produit de meilleure qualité qu'on pouvait. Et donc, ça inclut surtout la direction artistique. Et dans le cadre de la direction artistique du projet, j'ai glissé ma marque également. 2020, c'était vraiment pas facile avec ce corona. C'était pas une année facile, mais c'était une année magnifique. À aucun moment, tu n'as eu envie d'abandonner? Non. Pas seulement en 2020, mais je veux dire durant tout ton parcours. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus difficiles que d'autres. 2020 était une année difficile comme on l'entend, c'est-à-dire qu'on a moins travaillé, on a fait rentrer moins d'argent, on a été contraint en fait au niveau de tout ce qu'on voulait créer, on n'a pas pu créer comme on voulait, mais ça reste une belle année parce qu'en fait ça a été une année où on a pu mûrir. Je pense que tout artiste peut se retrouver dans ça, c'est que vu que c'est une année de recueillement et en fait en tant qu'artiste on a besoin de phases où on pose un peu les choses et on rentre à l'intérieur de nous et on va chercher en fait ce qui fera l'étincelle en fait plus tard. On se renouvelle. Et on se renouvelle, exactement.
Moi, je sais que j'ai pu approfondir des techniques que j'avais pas eu le temps d'approfondir parce qu'il y avait beaucoup d'activités les années d'avant. Et ça a permis de mûrir, ça a permis d'approfondir la signature au Yago, on va dire. Ça m'a permis de m'affirmer moi en tant que créative. Parce qu'au Yago, c'est une activité, mais en fait, l'activité, tout vient de là, de cet esprit-là. Ouais. Donc, il faut qu'il puisse se nourrir et il faut qu'il puisse se reposer surtout. Et c'est vrai que 2020 a servi beaucoup à ça, à se reposer, à se ressourcer, à se reconnecter, à s'ancrer. Et là, ce qui viendra par la suite, ça va être magique. Si je devais te demander de choisir parmi toutes les activités que tu as énoncées ici, laquelle est ta préférée ou... Être moi. Ouais. Être moi. Et être moi, c'est pouvoir faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Est-ce que c'est facile d'être toi au quotidien, je veux dire, pour les autres? C'est facile d'être moi au quotidien. Après, ce qui peut être contraignant, c'est que pour être moi et donc faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, il faut que je sois assez flexible pour savoir réunir les moyens autour de moi, que ce soit les ressources humaines, financières et logistiques. En fait, je crois que c'est la plus grosse contrainte d'un artiste au Gabon. Ah oui, pas qu'au Gabon. Hein. C'est trouver la main-d'œuvre. Pas la main-d'œuvre en tant que travailleur, mais des gens qui croient suffisamment en ta vision ou en ton projet pour dire que tiens, viens, on s'embarque dans l'aventure, viens, on crée ça. Ouais. Faisons-le. Tu vois, les gens ici s'embarquent, on va dire, gratuitement, dans le sens où ils vont te suivre sans avoir reçu quelque chose. Alors, regarde, par exemple, le projet avec Ricardo. C'était toute une équipe derrière. Je n'aurais jamais pu faire ça seule. Et cette équipe-là, donc même si pour certains, il y a une question de rémunération qui rentre en jeu en fonction de l'implication, du degré d'implication dans le projet, essentiellement ce qui fait que la personne vient d'abord dans ton projet, c'est pas l'argent. C'est le fait qu'elle épouse ta vision ou pas. C'est le fait qu'elle voit la perspective ou l'ouverture que ça crée dans sa propre carrière devant. Tu vois, par exemple, pour les photographes, les réalisateurs, en général, c'est ça qui est vu, en fait. C'est que ça leur fait un portefeuille client plus large. Ça leur permet de toucher l'international. Ça leur permet d'être appelés ou incités à appeler dans des projets plus vastes que juste les projets gabonais. Et au-delà de ça, ça leur donne une crédibilité ici. Parce que malheureusement, encore, nos gens ne commencent à nous prendre au sérieux que quand on bosse pour les gens de dehors. Tu vois, c'est comme ça. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Petit à petit. Voilà. Ouais. Mais il faut pas qu'on lâche. Moi, je comprends et je joue le jeu, en fait. Mais je sais que petit à petit, tu vois, par exemple, le fait d'avoir partagé ce making-of-là du shoot photo et écrit vraiment noir sur blanc, ce sont des Gabonais qui ont fait ça. Parce que je sais que beaucoup de gens se disent « Ouais, non, mais ça, on dirait pas que c'est fait au Gabon. » Pourquoi ? Qui vous a dit qu'on n'est pas capable de produire du bon contenu chez nous ? On est parfaitement capable quand on arrive à travailler ensemble. C'est juste ça notre truc, il faut qu'on arrive à bosser ensemble. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de Vanessa dans 10 ans ? Elle n'a pas fini de créer ? Ouais. Dans 10 ans, ce sera considéré comme un accomplissement pour moi d'avoir pu inspirer d'autres personnes ou d'autres artistes à se lancer dans leur passion également et de pouvoir en vivre. Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir été parmi ceux qui ont permis de faire avancer le milieu artistique et créatif gabonais, qui ont permis aux Gabonais de rêver. Et par ce que je crée, et par ce que je peux vendre, et parce que les concepts qui peuvent être mis en place. Je suis également dans l'organisation d'événements. Malheureusement, je suis bloquée. Mais ça fait partie de tout ça, en fait. Faire rêver les gens, leur permettre de reconnecter avec leur enfant intérieur et de se lancer dans les activités qui leur permettent de s'épanouir. L'épanouissement ne passe pas que par une activité où on a un salaire fixe qui tombe tous les mois, on a un poste, on a un titre de prestige et on a un salaire important. Là, avec la crise qu'on est en train d'endurer depuis l'année dernière, je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il y a des valeurs qui vont au-delà de tout ça. Et qu'en fait, c'est important d'abord de retrouver en fait ce qu'on aime vraiment faire et à partir de là, maintenant, construire la stratégie autour business pour que ça fasse rentrer les fonds nécessaires en fonction du degré d'enrichissement que chacun souhaite. Mais en fait, que la finalité, c'est pas ça. Se lever le matin, aller travailler, rentrer à la maison, payer des charges. Non, c'est pas ça. Ouais. Il y a un autre monde au-delà. Il y a vraiment un autre monde au-delà et c'est là qu'on peut s'épanouir. C'est sur cette belle phrase qu'on va se quitter, Vanessa. Donc, dans 10 ans, on se retrouvera peut-être dans une maison. On fera le bilan ? Oui, peut-être ici encore. Je sais pas, moi j'ai tellement adoré être ici. Avec plaisir. Ouais. Ben, Chin.
Et surtout, à ta santé. À la tienne. C'était donc Simple Thérapie avec Vanessa Tess Odongui Bonnard. Je l'ai bien dit. Hein. Et puis, n'oubliez pas de regarder tous les autres épisodes sur YouTube, Facebook. Allez sur Deezer, Spotify, Apple, Podcast et tout le tralala. Salut. It's your boy Jay-Z Rose on the track.